Salut les tondeuses, c'est la praline, vous regardez le 10e journal de la F1. Allez, c'est parti! Au sommaire aujourd'hui, la 7e manche de la saison, le Grand Prix de Monaco. Au Grand Prix de Monaco, on a eu plusieurs choses. Déjà, le grand dilemme de la semaine, la grande question du week-end, c'était est-ce qu'on doit revenir à Monaco ou pas? Alors ça, on va se donner le temps du Grand Prix pour y répondre et je donnerai mon verdict en fin d'émission. Ensuite, on verra tout ce qui s'est passé pendant le Grand Prix, les essais, les qualifs, la course. On analysera en détail la stratégie et à la fin, je vous livrerai mon verdict. Le contrat qu'a Monaco avec la Formule 1 arrive à son terme et c'est le moment de se poser les questions et les bonnes. Est-ce que la F1 doit continuer de venir à Monaco ou est-ce qu'il faut que ça s'arrête? Ça peut paraître fou pour certains, tellement le Grand Prix est historique, il est marqué, il a fait la renommée des pilotes dans les années 80, mais à l'heure actuelle, il faut bien le reconnaître, c'est un circuit où il est impossible de dépasser, les voitures sont beaucoup trop grandes et larges pour être vraiment à l'aise. Et on a eu des grands prix où vraiment il ne se passait rien, on s'ennuyait ferme devant nos téléviseurs. Donc tout ça a mené à se poser la question et tout ce week-end on a vu beaucoup de monde avoir seulement cette question aux lèvres. Alors on va se donner le temps de regarder ce qui s'est passé ce week-end et on y répond à la fin de l'émission. Qui dit Monaco dit barrières et les barrières sont très proches des pilotes, très proches des voitures. Il n'y a vraiment pas le droit à l'erreur, donc pendant toutes les phases d'essai, le mot d'ordre c'était ne pas casser la voiture. Voilà, tout le monde y est allé tranquillement, tout le monde a pris son temps. Le but du jeu c'était de ne pas envoyer une voiture dans les rails parce que alors là, à Monaco c'est vite compliqué le week-end derrière ça. On n'a pas eu d'énormes erreurs. On a Vettel une première fois qui arrive à la sortie de la piscine et qui est un petit peu en délicatesse, mais ça passe limite, mais ça passe. Quelques minutes plus tard, Ricciardo, lors de son deuxième tour dans la deuxième séance d'essai libre, fait ceci. Alors c'est sensiblement la même chose que Vettel, mais en moins bien quand même, hein, on va pas se mentir. Ça finit un peu plus mal, c'est pas bien méchant, c'est pas bien ouf, ça fait une image impressionnante, mais voilà, un petit peu pour les mécanos, un petit peu pour lui, parce que ça commence à devenir compliqué pour Ricciardo. En tout cas, son week-end, il commence pas très bien. Le reste des essais s'est bien passé et on note que Ferrari a quand même squatté les premières places du classement pour les 3 séances d'essais libres. On attend de voir en qualif si c'est leur vrai rythme ou si Red Bull y est allé tranquille. On est vraiment curieux et maintenant, c'est les qualifs. On a assisté à des belles qualifications, des qualifications sages mais efficaces. En effet, les Ferrari semblaient être devant les Red Bull et ça s'est confirmé lors de chaque séance. Leclerc était clairement intouchable sur son dernier tour. On notera à la fin des qualifs que Pérez a commis une petite erreur. Il est rentré un petit peu fort dans un virage, le dernier avant l'entrée du tunnel. L'arrière est parti, il n'a rien pu faire. Il va cogner dans la barrière. Alors c'est pas méchant, sauf qu'à ce moment-là, en fait, il est en plein milieu de la piste, quoi. C'est Monaco, du coup, une voiture en travers et plus personne ne peut passer. Sainz qui arrive derrière, lancé comme une balle, il n'a pas le temps de comprendre. Il essaye de l'éviter au dernier moment, mais il vient quand même lui taper dedans. Plus de peur que de mal, c'est très peu de boulot pour les mécanos, c'est pas bien méchant, c'est pas bien grave et surtout ça change pas la suite des qualifs. On finit les qualifications avec un Leclerc qui s'impose chez lui devant son public, suivi de Sainz, son coéquipier, Pérez 3e position et Verstappen un petit peu dans le dur, un petit peu dans le mal. Alors il n'est pas à 10 secondes, hein, c'est ok, mais 2-3 dixièmes, il n'arrive pas à aller les chercher comme une appréhension. On sait que Verstappen, sur Monaco, il y a laissé des trains avant pendant les qualifs pendant quelques années. Chat échaudé, craint l'eau froide. Ça y est, on est dimanche, on allume nos télévisions et on tombe sur ça. De l'eau à plus savoir quoi en faire. Alors c'est compliqué déjà de façon générale, mais alors sur Monaco, c'est impeccable. On a le droit à un départ sous safety car, où les pilotes suivent la safety car. Le but du jeu, c'est de faire quelques tours pour voir si les conditions sont pilotables et ça évacue un petit peu d'eau, c'est toujours ça de prix. Bon, à la fin du premier tour, il n'y a même pas à discuter, il y a ça d'eau sur le circuit, c'est impossible, tout le monde rentre au stand, drapeau rouge, on décale le départ d'1 heure. 1 heure après, on est reparti sous safety car, de la même façon que la première fois, mais cette fois-ci, l'averse a cessé, l'eau s'est en partie écoulée, c'est largement pilotable, le départ de la course est lancé. Finalement, il ne se passe pas grand-chose puisqu'on part sous safety car, les voitures sont déjà rangées les unes derrière les autres, et Monaco sous la pluie
il n'y a personne qui va vraiment tenter de faire le kéké. Ça ne marchera pas comme ça. Là, ça, c'est trop punitif comme tracé. Donc finalement, on se retrouve avec notre petit train sous la pluie où chacun est en train de gérer un petit peu sa difficulté. Il se passe quelques tours, la piste commence un petit peu à sécher. Et là, ça se regarde un petit peu dans les écuries pour savoir qui passera en premier les intermédiaires. C'est Gasly qui passe les intermédiaires en premier. Et là, c'est chouette pour le reste du plateau parce qu'on connaît Gasly, on sait qu'il est rapide, on sait que c'est un bon pilote et ça va être un bon étalon pour savoir si c'était le bon moment ou pas de passer les inters. Ça se confirme très très vite. En l'espace de 2 tours, il fait 2 dépassements. Alors sur Monaco, 2 dépassements, c'est champagne, hein. Je vous le dis, ça arrive pas si souvent que ça. Et il faut à minima quelqu'un avec des pneus pluie usés face à quelqu'un avec des pneus inter neufs pour que ça se produise. Mais en tout cas, il le fait et en plus, il le fait bien. Bravo à lui. Toutes les équipes sont au courant. Les pneus inter à ce moment-là de la course, c'est les meilleurs. Au tour numéro 16, on a ces positions-là en tête. On a Leclerc devant, suivi par son coéquipier Sainz. Pérez, suivi par Verstappen en 4e position. À ce moment-là, tout le monde se regarde parce que l'enjeu, c'est celui-ci. Soit on s'arrête maintenant pour mettre les intermédiaires en espérant que la pluie continue de tomber finement, voire revient pour que la piste reste mouillée parce que des pneus intermédiaires ou pluie sur une piste sèche, ça ne fonctionne pas du tout. Soit on attend avec les pneus pluie que la piste sèche encore un peu et qu'on puisse directement passer aux pneus slick, aux pneus pour les temps secs. On en est là, les deux équipes de tête se regardent, se jugent, savent pas trop quoi faire. Et au tour numéro 16, c'est Red Bull qui dégaine en premier en arrêtant Pérez et en le faisant passer en intermédiaire. Et cet arrêt-là va changer le reste du Grand Prix. Pérez fait un bon arrêt, il repart en intermédiaire et quand il ressort de la piste, il a le champ libre devant lui. Il va pouvoir vraiment faire des chronos et vraiment exploiter ses intermédiaires au maximum. Ça, c'est capital. Quand on fait un arrêt au stand, on prévoit que le pilote ressorte idéalement dans un endroit libre pour qu'il puisse tout de suite faire des chronos. On attend la réaction de Ferrari après l'arrêt de Pérez et il arrive 2 tours plus tard au tour numéro 18. À ce moment-là, on a Leclerc et Verstappen qui s'arrêtent au stand. Et on voit où est-ce qu'ils repartent. Alors la vraie question, elle est là. Est-ce que Pérez a gagné du temps pendant ces 2 tours en pneus intermédiaires comparé aux autres pilotes qui étaient restés en pneus pluie? La réponse est oui. Oui, oui, oui. Il repart premier. Il a gagné plus de 10 secondes sur Leclerc et repart devant lui. Pérez se retrouve deuxième au classement puisque Sainz reste premier, ne s'étant pas encore arrêté. Mais en tout cas, Pérez vient déjà de gagner 2 places sur cet arrêt-là. La piste sèche beaucoup, les pneus pluie de Sainz commencent à lui rendre la vie impossible. Là, il est en PLS, il avance plus, il n'a plus de rythme, les pneus, ils ont donné tout ce qu'ils avaient à donner. Maintenant, le goudron est sec, il va falloir trouver une solution. Ils font durer jusqu'au tour 21. Au tour 21, Sainz s'arrête pour chausser des pneus hard et repart directement en pneus slick. Et là, derrière, il y a un truc qui se passe chez Ferrari. C'est-à-dire que dans le même tour, Leclerc reçoit à la radio le message suivant, box, box, ça veut dire rentre au stand, on va faire l'arrêt. Lui aussi pour passer en pneu lisse. Mais au moment où il arrive à 2 mètres de la ligne des stands, il y a quelqu'un qui chope le micro qui dit non, non, rentre pas, rentre pas. Et lui, c'est trop tard, il est déjà dedans quoi. Alors là, ça se met à gueuler à la radio. On sent que Ferrari, à ce moment-là, perd complètement le fil des choses. Alors, ça se joue toujours à pas grand-chose, mais à ce moment-là, c'est la stupeur. On ne comprend pas ce qu'ils font. Les deux voitures se retrouvent derrière l'une de l'autre dans les stands, ce qui n'est jamais une superbe idée. Surtout d'aussi près, c'est très compliqué et quoi qu'il arrive, Leclerc à ce moment-là ressort avec les pneus slick, mais derrière Sainz. Quoi qu'il arrive, il a perdu l'avantage qu'il avait sur Sainz au jeu des stratégies. Ferrari lui a volé la première place. Au classement de la course, on a Pérez qui prend la tête, suivi par Verstappen, Sainz et donc Leclerc 4e. Alors là, ça commence à piquer parce qu'il était premier il y a 3 tours, et là maintenant il est 4e et ça va être compliqué de gagner encore des places. Au tour numéro 22, Red Bull juge que ça y est, les pneus intermédiaires, ils ont fini de donner ce qu'ils avaient à donner. La piste est beaucoup trop sèche. Ils vont finir par perdre beaucoup de temps. Ils font eux aussi, du coup, un double arrêt. Pérez s'arrête, suivi par Verstappen. Dans la foulée, l'arrêt se passe bien. Et à ce moment-là, on est suspendu à la ligne de sortie des stands pour savoir dans quel ordre vont sortir les pilotes. C'est le moment de vérité, c'est la fin des stratégies. Ce sont les 2 derniers arrêts si la pluie ne revient pas pendant le Grand Prix. Voilà, les carottes sont cuites, les dés sont jetés. Maintenant, il va falloir capitaliser là-dessus et voir ce qui se passe. À la sortie des stands, Pérez reste devant. Sainz arrive à s'intercaler entre lui et Verstappen. Mais la grosse surprise, c'est que Leclerc reste 4e. Leclerc a vraiment perdu beaucoup sur ce petit balai d'arrêt au stand.
Et c'est dur dans la tête, ça fait mal. Il était bien parti, il avait fait tout ce qu'il fallait faire ce Grand Prix-là. Et là, d'un coup, en quelques tours, tout lui échappe. C'est difficile à encaisser. Pour conclure un petit peu ce moment stratégie et cette analyse-là, ce qui s'est passé, c'est quelque part assez simple et en même temps très compliqué. Red Bull, on sait qu'ils sont affûtés sur les décisions, on sait que c'est vraiment leur zone de confort, ils sont très très forts pour ça, ils révolutionnent un petit peu toujours, ils font aller en avant la façon de s'arrêter, les stratégies, la façon d'impacter l'équipe en face avec ses propres stratégies. Ils sont très efficaces pour ça. Et on sait aussi qu'à ce niveau-là, c'est le point faible de Ferrari. Là, malheureusement, Monaco sous la pluie, ça met tout le monde d'accord. Et on voit Ferrari un petit peu tremblant, un petit peu mal à l'aise avec le fait de prendre des décisions. Ils n'ont pas été assez incisifs et du coup, à l'arrivée, ça a payé pour Red Bull. Dans l'intervalle, Hamilton se retrouve dans la boîte de vitesse d'Ocon. Il essaye de le dépasser à Sandevot au premier virage. Ocon ferme la porte, on va dire vraiment exagérément. Et là, c'est sans appel. Il prend 5 secondes de pénalité. Il était dans les points. Ça va le sortir de la zone des points. C'est dommage, Esteban. C'est un fait de course, c'est ok, mais c'est répréhensible, c'est normal. Au tour numéro 26, alors là, on a une grosse frayeur devant nos télés. Tout à coup, on tombe sur ce plan-là. On voit une voiture arrachée en deux, on reconnaît que c'est une Haas, on sait que ça peut être que celle de Schumacher puisque Magnussen venait d'arrêter quelques minutes avant, il avait abandonné pour un problème technique. On voit la voiture qui est coupée en deux. Alors en vrai, quand on voit le ralenti, on s'aperçoit que finalement, c'est pas l'accident le plus exceptionnel de l'année ni le plus important. Simplement, le train arrière de la voiture s'est arraché au moment où il vient finir son tête à queue dans le mur de pneus. La force est tellement énorme que ça a carrément désolidarisé le train arrière de la Formule 1. L'image est très très impressionnante. Heureusement, le pilote va très bien. Il était même un petit peu agacé à la sortie de sa voiture que les commissaires veuillent le soutenir et tout. Il n'arrêtait pas de faire des mouvements. Voilà, lâchez-moi, foutez-moi la paix. Il était en colère contre lui-même parce que une fois de plus, Schumacher ne finit pas un Grand Prix. Ça commence à faire beaucoup. Sur 7 manches, il en a terminé un paquet dans les graviers et un paquet avec des morceaux de voiture posés à côté de la voiture de base. Ça commence à devenir un problème. Ça doit lui trotter dans la tête. Là, on a le droit à une valse 2. Ça a commencé avec un drapeau jaune, un virtual safety car, un safety car et ça a fini avec un drapeau rouge. Évidemment, il fallait intervenir sur la piste pendant un bon moment, remettre les tech pro, enlever tous les morceaux. La direction de course a été longue à se mettre en route, mais ça finit avec un drapeau rouge, tout le monde au stand, on peut changer les gommes et on va voir quand on va repartir. La course est relancée sous safety car encore une fois, il n'y a aucun dépassement à signaler. À ce moment-là, la course finalement est figée et on terminera avec les places qui sont à se redéparser. Le gros problème de Monaco, c'est qu'à un moment donné, quand il fait beau, typiquement là il a arrêté de pleuvoir, la piste est sèche, ben, il ne se passe plus rien. Intrinsèquement, il ne se passe plus rien. La voiture de devant peut être 2 à 3 secondes moins rapide que vous ne pouvez quand même pas la dépasser à partir du moment où il a une pédale d'accélérateur qui marche dans le tunnel, voilà, pour se mettre à l'abri. C'est la tristesse de Monaco à l'heure actuelle. Donc le Grand Prix finit comme ça, Pérez gagne et il s'impose, il fait une excellente affaire avec une superbe stratégie de Red Bull. Sainz sauve la 2e place et est déçu, il explique que s'il perd la première position, parce que c'est vrai que quand Pérez ressort de son dernier arrêt, ils sont côte à côte quasiment. Sainz explique qu'il a perdu la première position parce que dans son tour de sortie à lui, il se serait fait gêner par Latifi qui était un retardataire et qui a eu du mal à se pousser sur Monaco parce que c'est pas simple même de s'écarter sur Monaco. Verstappen sauve les meubles et même le podium à Monaco, c'est toujours ça de bon à prendre. Lui qui est quand même un habitué des murs à Monaco, c'est toujours ok. Et alors le gros perdant, c'est Charles Leclerc. Charles Leclerc, il finit sa première course à Monaco. C'est la première fois qu'il voit le drapeau à damier. Mais là, il repart avec la médaille en chocolat. Hein. C'est pas un cadeau, ça fait pas plaisir, surtout qu'il avait, on va dire, le Grand Prix en main. Il avait fait tout ce qu'il fallait faire, les essais, les qualifs, le départ, la gestion, il y avait tout ce qu'il fallait et à la fin, ça paye pas. C'est très très frustrant. D'ailleurs, j'aurais pas voulu être là pour le débriefing chez Ferrari, hein, parce qu'alors là, ça devait être soupe à la grimace, regard avec les éclairs dedans, ça devait vraiment être un moment très très tendu là dans l'écurie. Et pourtant, malgré les apparences, Ferrari n'a pas commis d'énormes erreurs. Ils ne se sont pas complètement ratés. Ok, ils ont fait des messages radio qui étaient très indélicats et c'est toujours une mauvaise idée de montrer au monde entier que on va, on vient, on change de ça. Ça, c'est une mauvaise chose. Mais à ça près, quoi qu'il arrive, et malgré tout, ils n'ont pas commis d'énormes erreurs. Ils ont juste été moins inspirés que Red Bull. Red Bull ont été très incisifs et pour le coup, ils ont eu aussi beaucoup de réussite.
Ce Grand Prix se termine donc après une belle victoire de Pérez. Le Mexicain s'impose pour la 3e fois de sa carrière et pour la première fois à Monaco. C'est un vrai rêve évidemment pour lui. Maintenant, on a eu un beau Grand Prix. Hein. Globalement, les 20 premiers tours ont été très chouettes puisqu'il y avait de la stratégie, il y a eu des conditions de piste changeantes, ce qui amène toujours de la réflexion et ce que nous on aime en Formule 1. À de ça près, maintenant, on va tâcher de répondre à la question, est-ce qu'il faut que la Formule 1 continue de venir à Monaco? Eh bien moi, je vais vous le dire, je pense que non. Voilà, je pense que Monaco, on a terminé avec la Formule 1. Ce n'est plus un circuit. C'est un excellent moment. J'adore Monaco. J'habite à côté de Monaco. J'adore ça. C'est quelque chose de très symbolique pour moi. Mais pour autant, là, aujourd'hui, ce n'est plus un circuit pour les Formule 1. Les Formule 1 sont beaucoup trop larges, beaucoup trop longues, beaucoup trop lourdes. C'est impossible de doubler. Enfin, 3 secondes de différence au tour, normalement, ça se fait pénaliser sur un circuit. Ce n'est pas normal de ne pas pouvoir doubler quelqu'un qui roule 3 secondes moins vite que soi. C'est pas normal, c'est pas bien, c'est pas la course. Et honnêtement, à l'heure actuelle, c'est vrai que les nouveaux circuits manquent peut-être d'authenticité. Monaco regorge d'authenticité. Historiquement parlant, chaque virage est une institution, c'est d'accord. Hein. Mais à l'heure actuelle, il ne s'y passe plus rien en Formule 1 à part quand il y a la pluie. Alors on ne va pas croiser les doigts tous les ans à espérer qu'il pleuve ou balancer des seaux d'eau pour qu'il se passe quelque chose. Monaco, on a terminé avec la Formule 1. Moi, perso, à l'heure actuelle, j'échange 10 Monaco contre un Grand Prix de Bakou. Voilà, typiquement, Bakou, Jeddah, Miami, on a vu que c'est des nouveaux tracés qui se ressemblent un petit peu dans leur idée de conception, c'est d'accord, hein, comme les circuits historiques se ressemblent. Ils n'ont pas l'authenticité qu'a Monaco, mais pour autant, ça produit des courses de très très bonne qualité. Les pilotes s'amusent, les pilotes prennent du plaisir à piloter, les voitures sont exploitées, on va dire, de façon correcte dans la modernité des Formule 1 les incite à les faire rouler dans des plages de vitesse et d'appui données qui n'existaient pas dans les années 50 quand on a créé le circuit de Monaco, évidemment. Donc les choses ont tellement changé qu'aujourd'hui la F1 n'est plus adaptée à Monaco et simplement j'aimerais que on garde toujours un bon souvenir de cette course-là mais qu'on n'oblige pas finalement les pilotes à aller perdre 2 heures de leur vie à tourner en rond sans pouvoir faire quoi que ce soit. Le prochain sur la liste, d'ailleurs, à mon avis, ce serait quelque chose comme l'Hungaroring. Ah, le circuit de Hongrie, c'est pareil, c'est un circuit mythique que j'aime beaucoup, mais à un moment donné, il s'y passe plus rien en piste. C'est un problème. Pour la Formule 1 moderne, c'est un problème quand il ne se passe plus rien en piste. Il n'y a plus de spectateurs, il n'y a plus de téléspectateurs, il y a moins d'argent qui rentre, c'est une contre-performance. Et quelque part, même si c'est triste, ça nuit à la Formule 1 dans son entièreté. La Formule 1 a besoin de spectaculaire, la Formule 1 a besoin de roue dans roue, la Formule 1 a besoin de tout ça pour être vue, pour exister, pour devenir et redevenir génial. On n'a pas eu besoin des circuits où on reste l'un derrière l'autre pendant 60 tours, ça n'intéresse plus personne, c'est exactement ce qu'on ne veut plus voir en Formule 1. L'émission touche à sa fin, je vous remercie de l'avoir suivi, n'hésitez pas à laisser des commentaires, mettre des pouces, abonnez-vous, vous savez comment ça marche. N'hésitez pas à réagir à mon parti pris, je sais qu'il est clivant, je sais que là je vais à fond dans les stéréotypes, mais à un moment donné quand on prend une décision, eh ben on prend une décision. En attendant, on se retrouve bientôt pour le prochain journal de la F1, portez-vous bien, à bientôt!